On va maintenant passer à un cas pratique pour les signaux. On va voir notamment comment mettre en place toute la mécanique autour de la gestion d'un panier, d'un site e-shop, e-commerce, appelle ça comme tu veux, mais on va prendre les grands concepts et simplifier au maximum. Mais l'idée, ça va être de mettre en pratique les signaux, de voir lequel on va utiliser à quel moment, et de voir à quel point le code devient ultra réactif et ultra lisible assez rapidement. Même si on peut avoir l'impression que la mécanique à mettre en place est relativement impressionnante. Pour faire ça, on va décider que des produits correspondent à cet objet, type product, ID number, name string et un prix, qui est ici, product, et on va créer un simple service in-memory pour centraliser ces produits. Cela devra implémenter l'interface getProductGetAway qui renvoie, donc je fais exprès, un signal. L'idée c'est d'essayer de le faire complètement sans RxJS, signaux purs, pour voir comment ça rend. Donc j'ai implémenté en amont, en avance de phase, ce petit in-memory service, donc qui a une propriété product, qui n'est rien d'autre qu'une liste de product, et la méthode getAll qui renvoie cet objet à travers un signal. Voilà, donc ça c'est fait. Je te propose une approche un petit peu différente pour cet exercice. On va essayer de se focus sur une approche via les tests. Alors le but c'est pas forcément de faire du TDD, hein, encore une fois, je suis pas pro ça, mais montrer un petit peu justement où mettre l'accent sur les tests, à quel moment on peut se dire bon ça c'est moins gênant si on le teste pas, et voir un peu la pertinence des tests qu'on peut avoir. Donc là on va commencer par la partie catalogue. Donc l'idée c'est d'afficher la liste des produits, jusque-là ça va, d'être capable de saisir pour chacun de ces produits la quantité que l'on souhaite acheter. Voilà. Donc, on va faire ça le plus clean possible, hein. Moi, je te propose une bête liste en ligne de produits. On va faire quelque chose comme rajouter un champ quantité. Si c'est vide ou zéro, ça veut dire qu'on le prend pas, et sinon, c'est qu'on en veut autant. Très bien. Donc, ce que je te propose, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, hop, ce qu'on veut, c'est en premier test. Should, je vais le faire en français, doit afficher le catalogue produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon service in-memory, j'ai 3 produits. Je dois visuellement avoir 3 lignes qui correspondent à mes produits. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais écrire mon test. Donc, il va falloir que je récupère les différents produits. On va voir comment on fait ça. Products. Ok. Et ce que je veux, c'est vérifier. Alors, il va me falloir une boucle. Products.forEach. Et il va falloir que je teste que j'ai bien expect. Donc, il va me falloir une fixture. Fixture qui n'est rien d'autre qu'un component fixture de app. Il va falloir que ça, j'aille le chercher après dans un before each. Mais encore une fois, ça peut attendre. Ça veut dire que dessus, il faut que je fasse un fixture.debug element.query. Donc, comment je vais les identifier? On va faire. D'abord, je vais m'assurer que j'ai autant de produits que de lignes. Donc là, ce sera un système de dataset ID, data test ID, pardon, qui sera égal à product. Là, il m'embête parce que ça, il fait mine de pas le connaître. Expect. Et before each. App. Il faut là l'importer aussi. Donc là, j'ai oublié que c'était by CSS.
Hop, je vais fermer l'éditeur pour avoir un peu plus de place ici. Donc ça me renvoie une liste puisque je fais un query all. Donc ce que je veux vérifier déjà, c'est que j'en ai autant que j'ai de products. Alors ça, il faut l'importer, tac tac, sachant que donc là c'est products getaway. Je vais l'initialiser avant les products. Let products, c'est une liste de products. Alors, là, ça va théoriquement déjà casser de toute manière, puisque mes produits sont undefined, et je n'ai pas de fixture, tout ça. Donc là, si je fais un ng test, ça va vraiment pas très bien se passer, parce qu'on n'a pas du tout configuré notre test. On a juste mis là l'attendu sur ce premier tour. On va juste attendre qu'il s'exécute et qu'il se plante lamentablement. Donc là, il me dit bien qu'il peut pas, en gros, lire la partie fixture.debugElement puisqu'elle est undefined. Donc jusque-là, c'est logique. Donc on va faire ça. On va dire que fixture, c'est un test bed. Importe-le. Hop. Point. Donc create component. Puisque là, mon composant est relativement simple. J'ai pas besoin de faire quelque chose de plus. Je vais également, là j'ai oublié point length. Tac. Initier mes products qui sont égales à test bed.inject. Là, je vais récupérer mon in memory là et lui mettre les products. Donc là, déjà, je devrais plus avoir de problème de undefined. À noter que je suis en zoneless. Donc ici, il faut que je fasse un await fixture point when stable. Du coup, ça, il faut que je le mette en A5. Et ce qu'il faut que je configure, je ne sais plus si on peut configure testing module providers. C'est provide. Je sais pas s'ils ont fait un provider pour ça. Non, il semblerait que non. Alors, c'est pas grave. Provide auto, c'est component fixture auto detect. Voilà. Pour que la mécanique de changement de détection se fasse toute seule. Donc, j'ai initialisé ma fixture, j'ai récupéré ma liste de produits. Dans mon test, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Voyons voir ce que ça rend. Là, théoriquement, ça devrait casser puisque je n'ai pas de data test ID product dans mon template. Mais il semblerait, ah voilà, que c'est bien ça. Il a dit que on espère en avoir 3, mais qu'on en reçoit 0. Donc c'est plutôt correct. On va donc pouvoir compléter ce premier test. Et c'est là où je vous dis que c'est pas du TDD qu'on va faire parce que je vais pas y aller en version débile. Je vais y aller un petit peu plus rapidement quand même. Donc là, j'injecte directement ma gateway. Quand je dis débile, c'est pas du tout pour mépriser le TDD, hein. C'est juste que le TDD veut qu'on y aille de l'approche en codant le moins de choses possible, presque en étant le plus stupide possible, juste pour passer le test. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on va faire ça. Ici, on va récupérer les products. This product gateway get all. Ici, voilà, je vais avoir des LI. Donc là, l'idée, bah, justement, ça va être de boucler avec un add for sur les products. Products, track, product.id. Hop. Très bien. Là, il exécute rien parce que je ne l'ai pas du tout mis en watch. Donc, ce qu'on va afficher
dans un premier temps, c'est product.name. Je sais pas pourquoi il le met en rouge, le LI, ça m'intrigue. Est-ce qu'il me parle là-dedans? Donc là, il y a un problème de closing tag. Ah, là, petit malin. Donc très bien. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc, a priori, alors j'ouvre pas l'éditeur pour l'instant, je le fais un peu exprès. Je voudrais pousser le vice un peu plus loin avec les tests. Donc là, je lance mes tests. Théoriquement, je devrais avoir autant de lignes. Pourquoi ça marche pas? Expected 0 to deeply equal 3. Ligne 22. Ce qui est rigolo, c'est que c'est là que ça claque. On a oublié ça. Data test ID. Eh oui. Donc c'est là où je vais mettre un data test ID qui est égal à product. C'est comme ça que je l'ai appelé. Yes. Relançons. Voilà. Donc on a bien, et si on ouvre maintenant notre navigateur, on voit bien qu'on a nos 3 produits qui s'affichent. On continue, on masque, on essaie de se concentrer sur la partie test. Donc là, on voit qu'on affiche bien le catalogue produit. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est s'assurer que pour chaque produit, il y ait aussi le prix d'affiché. Alors, on peut éventuellement rester ici dans ce test. Afficher le catalogue produit, c'est un peu vaste. Ça me choquerait pas qu'on reste là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire un products.for each. Hop. L'idée, c'est que là, pour chacun des produits, on va vérifier que dans le product data test ID avec le même nom de produit, il y ait bien le bon prix associé. Voilà. Donc, ça, on va l'extraire. Const products, c'est des debug elements, me semble-t-il. Debug elements. Hop. On va importer ça. Ah, je sais que tu sais ce que c'est, enfin. C'est dans quel package? Oh, c'est pas là. Ok. C'est dans Angular Core. Voilà. Donc là, j'ai ma liste de product elements. Là, ce qui va se passer, pardon, c'est que pour chacun des produits ici qui sont dans ma source de données, donc là, je vais faire const name et price de product. Là, on est bien sur des objets type produit, hein. Donc, je peux faire ça. Là, ce qu'on veut, c'est récupérer un product debug elements. Donc là, en fait, il faut que je cherche. Alors, c'est même un find, pardon. L'élément el.nativeElement.textContent.include name. Ça me donne quoi? Un product element. D'ailleurs, ça me donne même un product debug element. Alors d'abord, il faut que je m'assure qu'il existe parce que find peut renvoyer à undefined s'il ne le trouve pas. Donc là, ce que je veux, c'est m'assurer que déjà product debug element il soit trophy. Je veux qu'il existe. Et si il existe, je veux également
que product debug element point. Pourquoi il me perd là? Je me suis trompé dans l'orthographe, forcément. Ah oui, c'est parce qu'il considère quand même qu'il peut être undefined. Point native element point text content. Zut, attention, hein, c'est qu'il est sensitif tout ça. Point. D'ailleurs, c'est rigolo. Je pense que ça, ce sera mieux. Donc, si ma liste de produits est à 0, c'est pas grave, je passerai jamais là-dedans, mais ça veut dire que de toute façon, ça aura été vérifié, ça veut bien dire que j'aurai 0 data test ID product dans mon template et donc 0 produit. Donc, à partir du moment où j'ai 0 produit, c'est ok que je passe pas là-dedans. Dès lors que j'ai au moins un produit, forcément, je vais passer dans cette boucle et faire ces deux expects. Maintenant, on va voir ce que ça rend. Théoriquement, vu le template qu'on a fait, ça devrait être OK. À chaque fois, il devrait trouver le bon product, la bonne ligne, mais il va pas trouver le prix parce qu'on ne l'a pas affiché tout simplement. Ah, ça pour le coup, je m'y attendais pas. Je l'avais pas vu venir. Name. Ok, c'est bien comme ça. Doit afficher. On va le faire dans un autre test par principe. Je veux juste m'assurer qu'il réexécute bien. Je me suis pas craqué quelque part. Doit afficher le catalogue produit et ses prix. Donc là, je vais retirer ce premier expect qui m'intéresse pas. Là, il manque quelque chose. Hop. Voyons ce que ça rend. Ça m'étonne parce que ça devrait quand même pas très bien marcher. Le seul truc qui ferait que ça marche pas, c'est... Bah non, parce que là on fait Troufi. Par la force des choses. Ok. Là, je suis hyper épaté. J'ai du mal à écrire un truc. On va reprendre, c'est pas grave. On sait que ça doit pas passer. Donc, si ça passe déjà, c'est qu'il y a foncièrement un problème. L'avantage, c'est que ça vient pas de mon test. Enfin, ça vient pas du fait qu'il n'ait pas exécuté correctement le test. Ça peut être nul, ouais. Undefined. Est-ce que si je fais un console log là-dedans, il va me le détecter? Name, price. Est-ce qu'il va être capable de me l'afficher en console? Ce serait pas mal. Très bien. Donc on passe bien dedans. Par contre, lui il dit que tout est OK. Donc ça, parce que là je vois ici en fait, hein, il a bien affiché les 3 produits, donc on passe bien dans notre boucle. Donc ça c'est OK. Par contre, console.log product debug element, ça va me donner un truc bizarre, je pense, pas très lisible, mais bon. L'idée c'est déjà de savoir si c'est pas undefined. Production, gna gna, gna gna gna. Donc, il me renvoie bien des choses. Si je fais ça, je pousse le vis. Native element. Ah oui, bah, il faut que je le mette comme ça. Native element point text content. Hop. Voyons voir ce que ça rend. Donc, voilà. Mais donc ça, c'est faux par contre. Ah, mais je suis bête. En même temps, j'ai rien conditionné ici. N'importe quoi. To be true. Voilà. Et là, tout va casser. J'avais pas mis ce que j'attendais en fait. J'ai bien mis la première partie du bloc expect, mais j'avais pas mis to be true. Je note que personne me l'a dit et qu'il a fait que je cherche tout seul. Donc là, tout va casser. Voilà, tout est fail, évidemment. Il ne comprend pas. On lui dit qu'on attend true, on a false. Ça va pas. Très bien. Ça reste parfaitement logique. Donc, on va pouvoir compléter notre composant.
Je vais mettre ça dans un paragraphe, par exemple. PP. On va même mettre ça, on va l'indenter, ce sera plus lisible. Très bien. Et puis en dessous, je vais mettre, voilà, normalement, je change pas grand-chose sur la structure, etc. Ça devrait quand même être bon puisque c'est des text contents qu'on compare. On est bon. Donc là, maintenant, je peux aller vérifier dans mon éditeur, hein. J'ai bien mon catalogue, EAK, Full Access, je l'ai pris à chaque fois, c'est une liste. C'est moche, c'est pas grave. L'idée là, c'est d'avoir notre catalogue. Donc, par contre, ce qui nous manque, c'est qu'on veut pouvoir sélectionner des produits, une quantité. Alors là-dessus, c'est complètement free sur la manière de faire. Moi, ce que je propose, ça va être de rajouter un input, là, de type number. Voilà. Avec un placeholder quantité. Voilà. En value, ça va être 0. Très bien. Et là, sur le change, l'input même, le blur, sur le blur, sur le change, comme ça on va être totalement réactif. Sur le change, on va appeler une méthode update quantity for. Et donc là, ça va prendre un product en premier paramètre et une quantité en second paramètre. Ce sera du void. Voilà. Donc là, il faut que j'importe le type product. Et donc là, je vais appeler ma méthode update quantity for avec product et $event. Event, ah oui, point target, point value. Object is possibly nul. Does not exist. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est pénible ce truc? Est-ce que c'est pénible? Eh bien, tu sais quoi? Input, là, on va pas s'embêter 1000 ans, hein. Input.value. Argument de... Ok, c'est pas grave, on va le convertir. Il nous l'envoie en string. Ah, c'est normal. C'est pas grave, nous on va le convertir. On va dire que c'est du string ou number et nous on va le convertir. En fait, c'est juste que j'ai pas du tout envie de mettre un formulaire réactif là-dessus. Je veux voir ce que ça rend sans. Montrer qu'on peut aussi faire des choses plus simples qu'avec des formulaires réactifs. Là, on a assez peu de contrôle. On n'a pas de min, on n'a pas de max. C'est que des nombres. On a mis un input type number. Voilà, on peut pas faire uniquement ce qu'on veut. Donc là, je vais faire ça. Console log product app et quantity. Juste pour voir un petit peu. Si j'affiche ma console ici, voilà, donc là on y passe bien, hein, à chaque fois ça se met à jour tout seul, hein, il m'envoie le bon produit. Là je veux, hop, 10 casquettes. Hop, si je me carte là, on voit bien que c'est bien le t-shirt. Je dis casquette, c'est le t-shirt. J'ai bien là 10 t-shirts. Ici, j'ai bien 5 Easy Angular Kit Full Access. Donc ça fonctionne très bien, sans Reactive Form. On va se contenter de ça, c'est parfait. C'est donc maintenant que ça commence à être intéressant parce que c'est là où on va commencer à rajouter la notion de panier. La notion de panier, c'est un concept très très... Moi, je comparerais ça un petit peu à un mini-store, hein, finalement. On veut stocker un état qui est changeant en fonction d'interactions. Potentiellement, derrière, on peut avoir du calcul, on peut avoir des choses. Donc,
On va essayer de faire ça bien. Là, ce que je voudrais, c'est donc, hop, doit mettre à jour le panier lorsque je saisis une quantité. Très bien. Euh, A priori, on n'a pas grand-chose à initialiser. Ce qu'on voudrait, donc là, c'est directement un when. Je vais prendre n'importe quel champ, à la limite, whatever. L'idée, c'est derrière de s'assurer que c'est le bon produit qui est mis à jour dans le panier. Je vais prendre product, euh, product de 0. Je vais prendre le premier. Hop. Ça, ce sera pour après de toute manière. Donc là, ce que je veux, c'est récupérer un champ texte. Donc là, je vais faire un fixture, vu que je prends le premier produit. Ça va être assez simple finalement. Je vais faire fixture.debugElement.query by CSS. Je vais prendre le query en fait, plutôt que, contrairement au query rule, il me renvoie qu'un élément, il me renvoie le premier qu'il trouve. Donc ce sera celui associé forcément au produit, mais on peut s'assurer aussi comme ça. Donc ça me renvoie un const input element en debug. Debug element. Je vais juste masquer ça. Là, ce que je veux, c'est input element.native element. On va mettre, je sais pas moi, 20. C'est parce que c'est pas native element, c'est .value. Ensuite, on fait un input element.trigger. Donc là, c'est le nom. Nous, ce qu'on veut sur le change. On va faire sur le change. Change, trigger event. Et après, il prend l'event objet, donc la target, qui n'est rien d'autre que le input element.native element. Donc ça, c'est toute la mécanique pour modifier la valeur d'un champ texte. Et derrière, il faut que j'attende que ce soit stable. Ça, je vais pouvoir le retirer pour l'instant. Derrière, ce que je veux moi, c'est m'assurer, donc il va me falloir let carte, on va l'appeler carte store. Carte store. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on va le créer après. Là, ce que moi je voudrais, c'est carte store products, donc les produits qui sont dans mon panier. Je voudrais que ce soit équivalent, donc to equal, quelque chose comme mon product source de données de 0 avec une quantity de 20. Vu que mon texte est pas hyper bien écrit, je vais expliciter un petit peu. Donc là, je vais faire un given. Hop, donc là, on va faire un const expected quantity est égal à 20. Voilà, voilà, voilà. Et mon product de 0, c'est l'expected product. Const expected product. Voilà. C'est le produit qu'on voudrait modifier en quantité. Ça veut dire déjà que ce à quoi j'aspire, c'est quelque part, donc d'ailleurs, ce serait certainement pas des accolades, puisque ce serait une liste de produits, ce sera donc j'aspire à ce que mon store, ses produits à lui, ce soit une liste de produits tels qu'on les connaît, avec pour chacun une quantité attendue.
Là, on voit très bien que déjà, ça va forcément casser pour la simple et bonne raison que le card store n'existe pas. Mais vu qu'il paraît qu'il faut toujours que ce soit rouge, on va commencer par du rouge. Donc là, on se prend un fail, comme quoi on peut pas lire les propriétés d'un objet undefined autre que product, et pour le coup, on voit bien que on devine bien que c'est notre card store. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cart store.ts. Ce sera aussi un injectable. App provided in root. Export class cart store. Clac. Là. Donc là, ça veut dire que ici, je peux importer mon cart store. Mais j'ai pas encore déclaré de products. Là, ce qui va se passer, c'est que donc j'ai ma liste de products qui est, je veux pas que ce soit, je veux pas qu'on puisse écrire de l'extérieur. Donc c'est un signal en lecture donc seul de liste de produits. D'ailleurs, c'est absolument pas ce type-là. Il faut que je le refasse. Là, c'est un type cart product. C'est un product et une quantity number. Donc là, c'est un signal de cart product. Je vais importer ça. As no initializer, ok, très bien. Donc je vais juste faire ça pour que ça arrête de râler rouge. Mais l'idée, ça va être surtout de pas rendre cette propriété accessible de l'extérieur. On veut surtout pas écrire n'importe comment dans cet objet. Toujours est-il que là, ça va foncièrement pas bien se passer, puisque j'ai toujours pas tenu compte de la mise à jour des données. Donc là, il a encore failed. Parce que dans mon test, je n'ai pas initialisé le cart store. Donc ici, de la même manière, je vais faire un cart store égale à test bed.inject store. On recommence. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on attend à avoir quelque chose qui ressemble à ça et que bah pas de bol, mais on reçoit un tableau vide. Mais du coup, on en est pleinement conscient, on n'a absolument pas implémenté la mécanique. Malgré tout, on sait que maintenant notre test, il est bon. On devrait s'attendre à voir ça. On va pouvoir le coder. On va pouvoir le coder et le coder, ça implique du coup ici d'avoir notre cart store égal à inject de cart store et que finalement ici ce que moi j'aimerais pouvoir faire c'est cart store.update et lui donner du coup tout entier le product et la quantity en number quantity. Sachant qu'on sait que ici, si c'est un string ou number, c'est pour la simple et bonne raison que c'est un input element ici. C'est par défaut c'est string la valeur. Donc il faut que maintenant que j'implémente cette méthode update, update va prendre un product de type cart product. Hop. Et donc moi ce que je voudrais ici, c'est modifier une propriété qui soit elle, je vais l'expliciter ici volontairement, de cart product
Voilà, donc qui par défaut est un tableau feed. Hop, donc là, je peux maintenant enlever ça, c'était juste pour montrer le côté explicite. Et donc ce product-là, ce que je veux, c'est que ce soit le reflet exact de celui-là, mais sans le côté permissif de l'écriture. Je peux faire un usRead-only. Voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mon product. Point update. Donc là, j'ai une liste de products. Deux possibilités. Soit const previous. Soit je trouve dans ces produits le produit qui m'intéresse. Soit ce produit il existe, soit il n'existe pas encore, on ne l'a pas encore ajouté. Si on a previous, je veux donc renvoyer previous.filter. Ceci étant, je pourrais le faire en one shot. Previous.filter p.id. Donc là, ce que je veux garder, c'est tous ceux qui ne valent pas mon produit. C'est marrant. Pourquoi il dit ça, lui? Ah oui, c'est pas previous, c'est 10. C'est product. Puis, je rajoute finalement mon nouveau produit. Mais en fait, ça marche dans tous les cas parce que s'il n'existe pas, même si je filtre, ça changera rien. Donc en fait, je peux carrément remplacer tout ça par ça. Et là, argument, nanana, is not assignable, carte product. C'est rigolo ça, ah oui. Hop. De fait, ici, je peux enlever les petites accolades. Hop. Ça revient au même. Je peux enlever ça. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que si on ne s'est pas trompé dans notre code, ici, ça devrait passer au vert. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est bien au niveau des tests, mais visuellement, ça change pas grand-chose parce que on n'a pas encore formalisé notre panier. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va de fait visualiser ce panier. Ça se concrétise comment? Donc là, il le sait pas encore, mais ça existe, hein. Hop, on va tout refermer. On va faire un panier. Donc, un panier. On va remettre un titre. H2 mon panier. Et puis là, on va mettre un H2 catalogue. Là, je te propose pour la partie test de faire une petite pause, même si on pourrait clairement continuer, hein, mais l'idée c'était de te montrer que effectivement on peut passer par les tests, hein, ça marche, et on peut aller, j'aurais pu aller encore plus loin sans jamais ouvrir la preview. Mais donc là, dans l'idée, ça va être de récupérer les produits qui sont dans le cart, donc cart products, 10 cart store.products. Et de fait, je vais pouvoir copier, quasiment coller tout ça. Le input ne m'intéresse pas. Là, c'est carte products. Théoriquement, il devrait pas râler, donc je vais pouvoir ouvrir la preview.
Donc là, j'ai un panier vide. Et d'ailleurs, je pourrais gentiment at empty, aucun produit sélectionné. Voilà. Hop. Oh, il y en a un qui est passé là. Hop, 2. Alors, j'ai pas la quantité qui s'affiche. Il faudra que je retravaille ça. Ce que je vais faire, c'est que du coup, ici, je vais rajouter un fois et le signe multiplié, pardon. Et ici, je vais rajouter le product.quantity. Hop, hop. On voit que c'est ultra réactif, hein. Et j'ai pas grand chose à faire en termes de code, hein. C'est assez fou. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui va nous manquer sur notre panier, ça va être la notion de prix total. Parce que là, on voit bien combien on en prend. On voit bien que ça va nous coûter sûrement très cher, mais on ne sait pas encore combien. On pourrait faire le calcul ici. euh, mais pour le coup, on a un card store. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut le calculer directement ici. Finalement, le total, c'est un dérivé. Ça va dépendre de tous les produits qu'on a dans notre panier. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement créer un signal total price qui ne va rien être d'autre qu'un computed qui, pour chaque produit, va nous renvoyer le résultat de la somme de tout ce qu'on a. Donc, on va faire 10 products. Ça, c'est nos produits. Hop, très bien. On va faire products.map. Hop. On va faire p.price multiplié par p.quantity. Et ça va nous donner pour chaque produit le total. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le total. On va pas distinguer le total par produit, le total. On va pas distinguer, pardon, le total global du panier et le total par produit. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le prix total du panier. Et de fait, j'ai pas pris le bon opérateur. C'est reduce, hop, et ça démarre à 0. Donc alors, ça c'est reduce prend en paramètre une previous et une current value. Donc previous current. Donc là, c'est P plus C fois C. Et on démarre à 0. Le compute, il faut l'importer. Très bien. Ce qui veut dire que, idem, ici, je vais tout simplement pouvoir récupérer le prix total du panier. Carte total price. Et en dessous, ici, afficher montant total. Carte total price. Ouh. Alors, est-ce que j'ai des erreurs? J'ai pas fait de return. Hop. Voilà. Et donc, j'ai tout qui se met à jour automatiquement. Voilà. En fonction des produits que je rajoute, que j'enlève. Alors là, on voit par exemple qu'on a un cas où j'ai 0 casquette, mais il apparaît quand même dans la liste. On pourrait très bien rajouter ce genre de feature dans notre card store, de dire au moment de l'update que finalement, si c'est 0, la nouvelle quantité, bah juste on retire le produit.
Très bien, donc on a pas mal avancé là-dessus. Mettons maintenant que donc on a un total price, on a les prix de livraison. On a la notion de livraison offerte à partir de 50 euros. Très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est bah pareil, hein, on va créer un petit signal. Donc ça va être un résultat calculé finalement. Il va dépendre du total price. On va pouvoir se contenter d'un computed. Euh, donc total shipping price. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Computed. Donc là, on va faire si 10.total price inférieur, donc c'est à partir de 50 euros. On va dire que c'est en dessous strict de 50. C'est 3. Et sinon, c'est 0. Voilà. Je pense que celui-là, je suis pas trop ternaire, mais quelque chose me dit qu'on peut se l'écrire sur une ligne. On devrait s'en sortir. Hop. 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 De fait, on va pouvoir rajouter cette notion ici. On va considérer que c'est donc il y a le total price, il y a le montant total, il y a zut, les frais de livraison et il y a le montant à payer. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est protected cart shipping price qui sera égal à 10 cart store point shipping price. On va pouvoir ici afficher frais de livraison. Zéro. Allez, alors il faudrait mettre un min sur les champs. Ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Min 0. Ça ne peut être que des entiers. Donc ici, les frais de livraison sont à 0. Hop. Alors je vais rafraîchir, juste pour bien qu'on voit. Et là, par contre, ici, c'est 3 euros, 3 euros. Bam, on a passé les 50 euros, c'est 0. Tout seul, en faisant des calculs dérivés. Et globalement, je trouve que ça se lit assez bien, c'est assez propre, on comprend très bien à quoi correspond chaque propriété, c'est hyper lisible. On est plutôt pas mal. De fait, on pourrait rajouter le to pay price. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. To pay price. Qui, bah, encore une fois, va être un savant calcul de return this total price plus 10.shipping price. Hop. Tac. Frais de livraison. Donc là, on va faire BR. Et puis là, on va dire montant à payer. Je l'ai pas mis ici. Carte. To pay. To pay price. Là, du coup, si on prenait un seul t-shirt à 24 et des frais de livraison à 3 euros, on aurait 27 euros à payer. Là, on aurait 51 euros à payer et ici, du coup, on passerait à 0 en frais de réseau 72. Voilà. Donc c'est ça les signaux. C'est du code ultra réactif. Tout se met à jour tout seul. On n'a absolument rien à faire.
Euh, c'est plutôt très très intéressant. Alors ça fait plutôt beaucoup de propriétés finalement, souvent, à récupérer. Mais on voit qu'en termes de mécanique, je vais masquer la preview, on voit très bien qu'en termes de mécanique, on est quand même sur du code hyper soft, hein. C'est-à-dire que ici, tout est sous-découpé. On voit très bien le shipping price, ok, c'est le total price. Donc ça, on pourrait très bien le mettre en constante, hein, montant mine pour avoir livraison gratuite. Voilà, ça c'est les montants de livraison, etc. Là, on voit bien que le total price, c'est la somme totale des prix fois les quantités de chaque produit qu'on a. On voit bien que le price à payer, c'est le prix total qu'on a calculé au préalable plus les frais de livraison. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper propre, hyper lisible. On est d'accord, c'est un fonctionnement de panier hyper simpliste. On l'a vu, hein, en axe d'amélioration. On pourrait retirer les produits visibles quand la quantité est à zéro. On peut le pousser plus loin, mais l'idée c'était de tester un petit peu les signaux et on voit que ben, c'est quand même franchement pas mal. Je t'invite à, voilà, à pousser encore un peu si tu veux cet exercice, te rajouter des petites fonctionnalités, à rendre ça plus joli si tu le souhaites. Toujours est-il que pour moi, là, on a rempli la mission, on a affiché tout ce qu'on nous a demandé d'afficher, on a un code qui est propre. Tout n'est pas testé. On n'a pas du tout testé toute la mécanique derrière en fait le panier. On n'a pas testé le fait de saisir plusieurs produits, etc. Mais on a quand même quelques tests en place. C'était notamment pour montrer comment faire des tests. Euh, je pense que là où c'est améliorable sur la partie test, c'est sur la lisibilité. Euh, donc celui-là encore est plutôt assez lisible quand je dois mettre à jour le panier lorsque je sais une quantité. Bon, là, on voit très bien, on a une quantité attendue, on a un produit attendu. Ça, c'est pas foufou comme c'est pas franchement fou pour déclencher un champ, une valeur dans un champ. Alors, c'est comme ça qu'on fait, hein, mais c'est pas ultra lisible. Là, ici, c'est pareil. Enfin, c'est quand même pas incroyable. On pourrait complètement imaginer développer un petit page model qui prendrait en entrée du constructeur une fixture, private read only fixture, deux points, component fixture. L'idée, en fait, tu vas me dire, bah oui, mais pourquoi on le fait après? En fait, nos tests, on sait déjà qu'ils marchent. D'ailleurs, je te dis ça, mais on les a pas relancés depuis. On va vérifier. LG test. Mais là, l'idée, c'est de dire, OK, on a quelque chose qui fonctionne. Maintenant, on va essayer de pousser le plus loin. Il faut que ce soit maintenable. Il faut que le prochain qui passe là-dessus, ce soit OK de lire ça, de comprendre le test, comment il est codé. Et donc, ça passe, donc nos tests fonctionnent. Ça passe par améliorer la lisibilité. Donc, par exemple, là, dans mon page model, ce que je voudrais, c'est avoir un get products, un moyen de récupérer tous mes produits. Donc, ça va être des debug elements. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis asynchrone, mais là, ah, batterie faible, ça c'est pas de bol. Hop, je branche mon mec. Pour récupérer tous les products, hop, je peux très bien, donc là je peux enlever tout ça en fait, hop, j'ai pas besoin de l'avoir asynchrone. Quelque chose comme ça, hop, donc là c'est this.fixture. Et ça veut dire, ça revient ici à déclarer le fameux page model, qui ne serait rien d'autre qu'un page model, de le rajouter quelque part par là. Page model est égal à new page model de fixture. Ça veut dire que ici, je vais pouvoir déjà faire un page model.product. Tac, tac, tac. Bon, bah déjà, ça n'avait pas été simplifié, mais comme on peut le voir, ça pourrait. Hop, c'est des products debug elements. Alors, je peux même, hop, juste mettre ça, hein. Hop, ça m'évite d'avoir ça. Hop, voilà.
Là, pareil, je peux faire get. Je peux faire une fonction ici qui fasse un get product by text, qui me renvoie un debug element, par exemple. Donc là, tac, 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 ça renvoie ça. Ça veut dire qu'en paramètre, ça prend un texte. Que ici, je fais ça. Hop. Alors, pourquoi return? Ah oui, ou undefined, pardon. Ça renvoie un debug element ou undefined. Alors, je pourrais très bien lever une erreur dedans, là, si je veux absolument que ça renvoie quelque chose, être sûr. Il y a quand même moyen de... Donc là, c'est get product by text. Là, ce que je veux, c'est le name. Du coup, là, ce que je veux, c'est m'assurer que là, c'est Trophy. Et ce que je voudrais, c'est vérifier que ce soit le bon prix. Alors, même tout ça, je pourrais très bien faire un assert product product line is valid. Hop, c'est du void. Et à la limite, dans le test, on s'en fiche à peu près de ce que ça veut dire. Nous, ce qui nous intéresserait surtout, donc ça prendrait une liste de produits. Et on pourrait, hop, tout ça, l'externaliser ici. Alors cette méthode est sûrement pas bien nommée, on pourrait sûrement faire bien mieux. Hop. Mais ici, ça permet de faire ça. Page model. Ça veut dire que là déjà, quand on voit ça, on comprend que on va afficher le catalogue produit, donc on s'assure qu'on a bien le bon nombre de produits affichés dans notre page. Et là, on vérifie que chaque ligne produit, elle est valide. Moi, c'est comme ça que je le lis. Bon, en même temps, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai codé, donc j'ai envie de le comprendre comme ça. Peut-être qu'on peut trouver un meilleur nom, mais déjà notre test est quand même beaucoup plus lisible. Ici, c'est pareil. On peut très bien query all by CSS. Donc là, on pourrait très bien set product input quantity. Voilà. Ça pourrait très bien prendre en entrée un index d'input et de dire, hop, tout ça, finalement, et en plus, on pourrait même embarquer l'asynchrone avec. Promise de void. Tout ça, on le met là. Hop. Donc là, on a set product input quantity. Donc on a un index ici. Très bien. Du coup, bah, il nous faut une expected quantity. Je l'ai pas bien écrit. Ok, il manque une majuscule. Hop. Et de fait, ici, je pourrais très bien remplacer ici dans ce test page model set product quantity. Donc, bon, j'étais parti sur le 0 et expected, celui-là, là, quantity. Et je fais un await là-dessus. Bah, déjà, mon test, il est beaucoup plus lisible. Alors, on va juste vérifier que ça passe toujours, que j'ai rien cassé. Mais l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir des tests le plus lisible possible. Et le page model, c'est vraiment un truc tout bête, quasiment. Enfin, en tout cas, je le vois rarement. Pense à faire. Voilà, nos tests, ils passent toujours. Juste pour dégager en fait la complexité du test. On n'a pas besoin de savoir comment c'est fait pour set un input dans notre. Enfin, c'est pas important dans au sein du test en fait. On délègue ça au page model. Nous, ce qu'on veut, c'est ce moment-là qu'on veut vérifier. Donc, on lui donne un nom précis. Et derrière, c'est là-dedans que toute la mécanique, elle est faite, en fait. Et ça permet de découper la complexité et de la dégager, en fait, pour que nos hits soient le plus lisibles possible. Voilà. Donc après, oui, ça demande un peu d'exercice, d'aller checker en mais avec des noms bien choisis de méthode, on a des tests qui sont le plus lisibles possible. Voilà.
Dans cette seconde partie, je te propose de pousser les choses encore plus loin. Donc là, on a réussi à avoir quelque chose de pleinement fonctionnel, hein. Dès lors qu'on met à jour notre panier, automatiquement, on a tout qui se met à jour. Euh, on voit qu'il y a des axes d'amélioration. Par exemple, là, j'ai zéro en quantité, mais j'ai toujours le produit. Euh, on va pousser la partie test un tout petit peu plus loin en rajoutant. Et on verra après ce qu'on pourra faire de ça. Mais là, dans l'idée, alors je vais fermer ça, on n'en a plus besoin. Si je regarde le app.spec.ts, j'ai un test qui vérifie que j'ai bien affiché le catalogue produit et qui donc vérifie pour chaque produit que la ligne est correcte et notamment l'affichage du prix. Et j'ai un autre test qui doit mettre à jour le panier lorsque je saisis une quantité. Le truc, c'est que dans ce second test, on est lié très fortement au store et à comment il est construit. Imaginons que aujourd'hui, je me dise que bah, finalement, du fait que tout, finalement, mes calculs dépendent de ça, ça veut dire que techniquement, je pourrais déclarer un seul signal de base et un seul computed qui contiendrait l'intégralité du résultat une fois pour toutes et pas de l'avoir en plusieurs fois. Mais si je commence à changer tout ça, ça va avoir des impacts ici. Finalement, ce test, il était OK sur une première version, ça nous permettait au moins de vérifier que la mécanique était correcte. Mais nous, ce qu'il faudrait finalement qu'on check maintenant, c'est que dans la partie, que j'ai bien le panier qui s'affiche et que dès que je mets à jour avec quelque chose, finalement, que j'ai bien le bon produit avec le bon montant qui s'affiche. Ça pourrait être un test intéressant. En tout cas, de le faire évoluer dans ce sens-là. Euh, donc, on va écrire ici que ce qu'on espère, c'est que si je prends au hasard le premier produit, on est sur la ligne avec le produit, la quantité que l'on a saisie dans le champ, et d'avoir un montant total. euh, on va plutôt vérifier le montant total et on fera un autre test pour lequel on vérifiera, pardon, la notion de frais de livraison. Ça va permettre de distinguer un petit peu les cas de test. Donc là, on est plutôt sur le fait que le panier soit mis à jour, doit mettre à jour le panier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu sur le même principe que le assert ici, hein. On va vérifier, on va faire un assert. Donc là, c'est carte product line is valid. Donc là, on a un produit qu'on a modifié. On va spécifier une quantité. Et donc, à partir de là, on va être capable de déterminer ce qu'on veut vérifier effectivement. Donc là, ici, ça va être plus simple. Je peux directement retirer cette boucle. This get product by text. Donc c'est plus. Il faut que je fasse attention. Hop. Donc là, ça c'était ça cherchait parmi tous les produits ceux qui avaient le bon nom. Et en fait, il faudrait que je fasse la même chose finalement avec les cartes product. Donc carte product. Hop. D'ailleurs, je l'avais laissé comme quoi c'était pas très bien. Donc là, je vais faire un équivalent, hein. Hop. Je vais m'aider avec les outils que j'ai déjà créés. Donc là, je vais juste faire carte product. L'idée, encore une fois, hein, étant d'avoir des tests le plus lisible possible. Tac, du coup, je vais pouvoir ici rajouter get carte product by text. Là, ça va changer la source. Alors, je pourrais même éventuellement mutualiser les deux avec une seule en fournissant en entrée la source à rechercher, peu importe. De fait, ici, je vais pouvoir chercher le carte product by text. Et donc là, je vais pouvoir vérifier. Je vais donc pouvoir vérifier sur cette ligne
qu'on a un fois, alors je ne sais plus, c'est la quantité, on l'a en entrée, donc multiplié par quantity, voilà. On va commencer par vérifier que ceci fonctionne. On va faire un page model.assert card product line is valid pour ce produit et cette quantité. Je vais retirer ça parce que pour l'instant, l'idée c'est de finir par plus en avoir besoin. On lance nos tests. Je vais même fermer l'éditeur. Ok, donc ça fonctionne. On a bien cette notion, alors je peux le vérifier tout simplement en fait hop, en retirant ça, hein. Ça va me permettre de contrebalancer le fait qu'on n'ait pas fait notre test avant de coder. Si je retire le X quantité dans le template, a priori le test devrait casser. Voilà. Et donc si je remets ça, voilà, le test est correct. Donc ça, et il faut aussi que je cherche le price. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est le calcul du montant total. Donc là, je vais pouvoir rajouter un dataset ID. Ça va être plus simple pour le retrouver. Total price. Là, je vais préparer pour plus tard. Dataset ID shipping price. Et ici, dataset ID to pay price. Très bien. De fait, je vais pouvoir vérifier en récupérant directement les éléments ici. Donc là, je vais faire des sous-getters pour récupérer les différents éléments. Donc, total price, get total price, debug element, return this fixture, debug element, query by CSS. Et là, c'est le dataset, comme on l'a utilisé. Hop. Ça renvoie un debug element, mais ça renvoie potentiellement. Alors, non, là, il le dit pas, hein, mais potentiellement, ça peut être undefined, faut faire attention. Moi, je préfère l'indiquer. Il y a deux philosophies, hein, soit on renvoie undefined, soit on lève une erreur s'il n'existe pas directement ici. Donc, je vais faire ça aussi pour shipping price. Ok. Shipping price. Et je vais aussi faire ça pour le to pay price. Ok. Donc, là, sur ce test-là, je vais pas vérifier autre chose. Je vais plutôt, là, assert card product line is valid, je vais juste vérifier ça. Là, je vais faire d'autres tests pour vérifier la notion de frais de livraison, etc. Puisque là, je ne sais même plus quel produit je teste exactement. Il faudrait que je vérifie que le product 0, je me rappelle plus. Hop, product. Tiens, ça, je peux l'enlever. Hop. Ah bah non, je peux pas l'enlever, il est utilisé, qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il le marque comme ça, c'est rigolo. C'est pas très grave. Bah si, c'est parce qu'en fait, il est pas utilisé. C'est bien pour ça. Hop, on l'a enlevé du test. Donc maintenant, on va faire un autre test qui vérifie doit avoir
des frais de livraison si c'est total price est inférieur, alors c'est 50, hein, je crois qu'on avait dit, de mémoire. Yes. Tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nos listes de produits. Tac, tac, tac. On va prendre le 3. On va prendre le troisième produit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va changer ça. On va dire qu'on en prend 2. Donc là, pour au cas où quelqu'un s'amuserait à changer le jeu de données, sait-on jamais. Donc là, on va faire const expected total price est égal à expected product multiplié par expected quantity price. Donc là, on va tout de suite vérifier que expect total price il est bien inférieur à 50 parce que sinon tout le test est moisi. Ça, c'est juste pour se prémunir que quelqu'un change pas le jeu de données sans bonne raison. Du coup, ici, on va faire index, on va le changer, c'est le 2. Expected quantity, c'est bon. Et donc là, maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier expect page model point total price to equal. Alors, je sais plus comment c'est affiché. Je pense que ça va être toute la chaîne à expected total price. Donc ça va être quelque chose comme ça. On va mettre le libellé en entier. Hop. Tac. 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 Là, on a vérifié ça. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vérifier la partie frais de livraison. Expect.shipping price. Là, ce qu'on voudrait, c'est avoir les frais de livraison. Alors, je ne sais plus. C'est 3 €, je crois qu'on avait dit. Hop. Tout en sachant que si c'était des montants bruts, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de signe euro, etc. Donc on peut déjà rendre ça. Et alors donc, si ce qu'on peut aussi rajouter tout de suite, c'est finalement que l'autre fait la somme des deux. Expect page model point to pay price to equal. Là où je suis un peu mitigé, c'est sur le to equal, parce que parfois le text content, il peut envoyer des espaces aux extrémités, etc. Donc on va voir ce que ça rend. Sinon on fera un match, ce sera pareil. Donc là c'est montant à payer, il n'y a pas de balise P à la fin, tout va bien. Voilà. Que donc ça c'est égal. Je vais mettre ici const expected to pay price est égal à 3 plus expected total price. Voilà, comme ça j'ai juste à mettre ça ici. Donc là, on vérifie bien les 3 lignes de notre panier. Voyons ce que ça rend. Je mets un petit bémol sur le to equal. Je suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est un node P, etc. C'est parce que j'ai pas fait text content. Là, ça me renvoie un debug element en fait. Il me renvoie tout. C'est moi qui n'ai pas ici donc fait le native element.text content. Hop, hop. Donc il y a deux possibilités. Soit on fait ça tout en sachant qu'on a dit que ça pouvait renvoyer undefined à chaque fois. Ou bien on aurait pu utiliser le toMatch en expected. Là, c'est un petit peu plus précis.
Donc, undefined, montant total 48, montant total 48. Ah, c'est parce que j'ai mis une majuscule. Il n'y a pas de majuscule ici. Là non plus. Là non plus. Parfois, une faute d'inattention bête comme ça fait perdre un peu de temps. Là, ça va, je l'ai vu assez rapidement, mais comme quoi on est à l'abri de rien. Et vu que je l'ai copié-collé, en plus, l'erreur a été 3 fois. Voilà. Donc là, notre test, il est OK. On a vérifié que notre panier était à jour, que dès lors qu'on ajoutait au moins un produit. On pourrait pousser le vice avec le fait de rajouter deux produits différents, etc. Là, on va surtout rajouter un test pour si on a plus de 50, en fait, de pas avoir de frais de livraison. Doit pas avoir de frais de livraison si total price est supérieur ou égal à 50. Donc là, on va reprendre tout simplement le premier produit. Hop, tac. L'avantage, c'est que du coup, je dois pas avoir beaucoup de modifications à faire. Donc là, hop, c'est l'inverse. Supérieur ou égal. L'index, c'est 0. C'est le premier qu'on veut. Et là, c'est 0 qu'on doit remplacer. Et normalement, ça devrait être pas si mal. Très bien. On n'a pas vérifié que si on n'a pas de produit, par défaut, c'est le message aucun possible. Bon, moi, je suis pas sûr que ce soit ultra nécessaire, par exemple, ce genre de test. Si vraiment un jour ça devient un sujet, on pourra en mettre un, mais pour le coup, je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter un pour ça. Euh, donc là, on est plutôt pas mal. Potentiellement ça, on pourrait le regrouper dans une seule méthode, comme le assert qu'on a fait ici, dans le page model. Je trouve que ça reste encore un peu près lisible, bien que là, la structure avec le native element et text content, c'est pas foufou. Donc peut-être que c'est au niveau du total price qu'il faudrait faire un effort pour renvoyer directement ces choses-là. Voilà. Ça, c'est des pistes d'amélioration qu'on peut mettre en place. Là où je voulais en venir, c'est que du coup, j'ai complètement décorrélé ici mes tests de mon cart store, dans le sens où, oui, c'est lui qui alimente, même pas, c'est le in-memory project away qui alimente mes produits dans mon test. Donc, il n'y a aucune notion de ça, c'est un détail, c'est devenu un détail d'implémentation qui ne nous intéresse pas. Ce qui veut dire que si je fais des transformations ici, eh bien, normalement, mes tests devraient toujours passer sans aucun problème. Si, comme je le disais tout à l'heure, on avait, au lieu de ça, de ce product, en fait, on avait un computed. Hop. Tac. On le renommera après, mais c'est pas très grave. Hop. Tac. Donc là, ce serait product. Alors, à renvoyer, pardon. Return. Donc là, ce qu'on ferait, c'est qu'on renverrait, pardon, la liste de products, qui du coup déclencherait automatiquement le computed dès qu'elle se met à jour. De fait, on aurait à chaque fois la quantité, etc. Donc là, je serais capable de calculer le total price tout de suite. Total price qui se fait comme ça. Hop. Donc là, je peux sortir cette... hop, on va reprendre ça. Ça, je peux le sortir tout de suite ici, par exemple. Donc ça, je n'en aurais plus besoin. Hop. De fait, le shipping price. Donc là, ce que je peux faire, c'est pareil, c'est déclarer tout de suite mon const total price qui est égal à ça.
Hop, du coup ça, je peux le simplifier. Là, mon shipping price, je peux mettre directement cela, vu que je viens de le calculer. À chaque fois, il va se remettre à jour automatiquement. Hop, ça, je peux l'enlever parce que j'ai mes products déjà en haut. Très bien, donc ça, bah, pareil, on peut se l'enlever. Et du coup, bah, le to pay price, qui est la somme. Donc là, je vais pouvoir sortir ça également. Const shipping price. Hop, ça, je peux simplifier. Et ça, c'est égal à shipping price plus total price. Voilà. Théoriquement, si je fais ce changement, alors évidemment, là on voit, hein, c'est rouge, c'est pas content, que je le répercute ici, eh bien, il faut que je change tout ça, c'est-à-dire que tout ça n'existe plus. D'ailleurs, ça, on va le renommer carte product. Voilà, tac. Là, je suis dans mes tests. Je peux fermer, j'en ai plus besoin. Donc là, je suis bien dans carte product. Donc là, c'est carte product.product. Tac, tac, tac. Là, c'est carte. Alors, je vais même pouvoir faire un atlet pour arrêter d'appeler 50 fois le signal. Carte product. Hop. Là. Là, je vais avoir le carte.price. En fait, c'est l'objet, du coup, je vais récupérer. Je prends les parenthèses. Total price. Là, idem. Point shipping price. Et point to pay price. Hop, c'est redevenu vert. Alors, normalement, vu que je n'ai rien changé de structurant, ça devrait être OK. On a pu complètement modifier le détail de comment on a conçu le store sur une première version à comment on l'a fait maintenant, sans que ça ait d'impact. On peut aussi vérifier ici, hein, hop, si je fais ça, j'ai bien un produit, si je fais ça, j'ai bien un, ça fait 500 montant total. Ah, c'est rigolo, il se répète à chaque fois le... J'avais pas fait attention à ça. Hop, ça c'est à sortir. Tout ça c'est à sortir de la boucle. Non, pardon. Si, c'est à sortir de la boucle. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, bah, de fait, il met des frais de livraison. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter .product.length, par exemple. On affiche quelque chose. Comme ça, on en revient à l'état comme avant. Ça, on peut fermer. Ce qui fait qu'ici, hop, voilà, on a bien le détail qui se rajoute et c'est seulement en dessous qu'on a, hop là, montant total, frais de livraison, on est à 0. Là, on est encore à 0. Voilà, donc tout notre fonctionnement. On n'a rien fait de pleinement structurant, hein. Là, pour le coup, j'ai déplacé ça, c'était dans une boucle, mais vu que je fonctionnais avec des queries, de toute manière, il prenait le premier, c'était tout le temps la même valeur, donc ça fonctionnait. Toujours est-il que c'est un peu cette liberté que nous offrent les tests, c'est-à-dire que on est parti sur le principe de faire ça avec des signaux, mais là, si on se dit, bah en fait, les signaux, c'est pas trop ce que ça va rendre, on repasse en full observable. Si du coup, on se dit qu'on part sur un new behavior subject, c'est parce qu'il n'est pas là, import from RxJS. Donc là, évidemment, mon computed, tout ça, ça va nettement moins bien marcher.
Donc là, en fait, au lieu de faire un update, ça va être un 10 product next. Là, je vais plus avoir ma source précédente, mais je peux les récupérer en faisant un product 10.value. Je vais récupérer juste la partie interne de la fonction. Je vais remettre ça comme ça. Je filtre tous ceux qui n'ont pas le même ID, etc. On voit que ça prend pas forcément plus de lignes, hein. Et là, ce que je vais faire, donc lui, je vais le renommer avec un dollar parce que c'est un signal et finalement, ce sera un 10 product. Alors, je vais faire un pipe et puis ce sera un map. Voilà, ce qu'on a vu précédemment. Donc là, directement, j'aurai les products. Et là, ce que je veux, hop, c'est que ça me renvoie exactement la même chose. Non, le return, là, on n'en veut pas. Voilà. Je vais pouvoir enlever mon computed. Alors, this products. Il y a trop de products. Il est perdu. Bah oui, parce que celui-là n'est plus bon. Ça, c'est avec un dollar. Tac, 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 tac. Donc, si je change tout, là, c'est full observable. Il n'y a absolument plus de notion de signaux. Que je reviens ici. Alors, ça va quand même changer des petites choses là-dedans. Donc là, on récupère bien cette notion de carte product, sauf que c'est avec un dollar par convention et également. Et là, par contre, ce qu'il va falloir qu'on fasse, hop, c'est faire un pipe, hop. Je l'ai pas importé. Import. A5 pipe. Tac. Common. A5 pipe. Une petite virgule. Object is possibly nul. Alors ça, je pense que c'est le pipe A5 qui fait ça. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Hop. Quelque chose me dit que... Ah, il en manque un. Alors, je vois pas ce qui est écrit dans la console. Point object is possibly undefined. Ok. Voilà. L'idée, c'est que là, si je passe encore une fois mes tests, théoriquement, on devrait avoir exactement la même chose. Voilà. Nos tests passent. Ici, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Hop. J'ai bien tout qui se met à jour de façon complètement active. Donc là, l'idée, c'est de montrer d'abord à quoi servent les tests, pour ceux qui en doutaient encore. Ensuite, de montrer que peu importe signaux ou observables finalement, on peut faire la même chose, hein. Pour le coup, c'est pas beaucoup plus verbeux, hein. On aurait très bien pu l'avoir en version découpée, comme avec les signaux là, sur la première version. Ça aurait été complètement OK. Mais là, on voit bien, hein, ça prend pas beaucoup plus de place, etc. Donc, pour cet exemple très précis, ben, je dirais que RxJS ou Signal, c'est pareil. Voilà, on a prouvé que ça fonctionnait pareil. Au niveau verbosité, c'est plus ou moins pareil. J'ai pas la sensation qu'il y a une diff énorme. La limite, c'est que bah là, il y a un peu plus d'incertitude du fait qu'on utilise le pipe A5 qui potentiellement renvoie des nuls. Et le fait qu'on utilise le pipe A5 alors qu'avec Lexino, on n'a absolument pas besoin. Voilà. Donc, moi,
Par pure subjectivité, sur ce cas-là, je serais parti sur les signaux. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça plus confortable de pas avoir cette notion de gestion des nuls, etc., due à l'utilisation du pipe A5. Mais pour le reste, c'est foncièrement la même chose, hein, on le voit bien, on a écrit des tests qui étaient assez robustes pour couvrir sur nos cas d'utilisation, et on est passé de l'un à l'autre, ça n'a absolument rien changé. Donc voilà, je te laisse te faire ta propre opinion et jouer avec tout ça.